Nous voici arrivés au dernier temps d'échange de ce centenaire, de ces 2 journées. Place donc maintenant à la table ronde consacrée à l'école de demain. En effet, à quoi doit-elle ressembler? Eh bien, pour répondre à cette question, 3 invités vont nous rejoindre. Maxime. Avec par ordre alphabétique, Edwige, Chris Delepierre, suivi par Jean-Robert Pitt et Geoffroy Roux de Bézieux. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Allez-y, prenez place, messieurs. Monsieur Pitt, monsieur Roux de Bézieux. Allez-y, installez-vous. Installez-vous, bienvenue, messieurs. Merci à vous 3 pour cette dernière table ronde du centenaire du SNEL consacrée à l'école de demain. À quoi doit-elle ressembler? Vous nous donnerez votre avis sur le sujet. Chris Delepierre, vous êtes expert en innovation sociale et numérique, entrepreneur du changement. Vous nous direz en quoi ça consiste. À vos côtés, Jean-Robert Pitt, président de la Société de géographie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis Geoffroy Roux de Bézieux, donc entrepreneur à la tête du MEDEF de 2018 à 2023. Et messieurs, avant de parler de l'école de demain, si vous voulez bien, on va parler de l'école d'hier ou peut-être d'avant-hier. En effet, quand on parle de l'école, qu'est-ce que ça vous évoque, peut-être, Chris Delepierre? Bonjour à toutes et tous. Moi, l'école, alors je suis pas trop vieux non plus, mais quand même. C'était hier. Mais ça passe vite. Déjà, le bâtiment en tant que tel, hein, comme on dit école, le bâtiment, et puis peut-être des profs qui m'ont marqué, parce que forcément, on est tous marqués par certains profs, des passionnés notamment, quelle que soit la matière. Les camarades, voilà, j'ai la chance de venir du Nord. Et donc, voilà, j'ai gardé des liens forts avec des camarades. Également, peut-être la figure de Saint Jean-Baptiste de La Salle, parce que voilà, j'ai eu la chance d'être le fruit de l'enseignement catholique chez les Lassaliens, et donc de pouvoir justement avoir cette image de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et puis des événements marquants, je me rappelle d'un carnaval voilà, qu'on avait vécu. Et, le Nord. Voilà, le Nord. On est dans l'actualité. On parlait de l'école d'hier, peut-être d'avant-hier, pardon, Jean-Robert Pitt. Ça démarre fort. Très avant-hier, oui, j'étais élève dans les années 50 et 60, aussi chez les frères des écoles chrétiennes, qui étaient en soutane et en rabat à l'époque. Et mon souvenir, c'est que c'était avant les lois d'association, donc il n'y avait vraiment pas un sou. Donc j'ai appris à lire, à écrire et beaucoup d'autres choses, donc je leur dois beaucoup. C'est pour ça que j'ai accepté sans hésiter de venir ici. Mais qu'est-ce que j'ai mal mangé pendant les 20 années de mes études? Qu'est-ce qu'on a eu froid? Les années 50, il y a eu des hivers épouvantables, les classes pas chauffées, mais ça fait rien, c'était formidable. Alors il y a les camarades, il y a la cantine. Geoffroy Roux de Bézieux, pour vous, c'est quoi? Alors moi je ne suis pas original, je suis aussi un produit de l'enseignement catholique. J'ai mis mes 4 enfants de la même façon. Enfin, j'ai juste fait ma prépa dans le public. Et souvenirs, il y en a plein. Alors je vous rassure, je rassure mon voisin, on mangeait mal aussi dans les années 70, malheureusement. J'ose pas vous dire que mon meilleur souvenir, c'est des parties de foot mémorables dans une toute petite cour de récréation. Et puis ici, des professeurs. Et peut-être un souvenir particulier d'avoir... je prenais des cours de grec et de latin à l'époque, figurez-vous. Ça devait être dans les dernières générations. Et alors, le neutre pluriel en grec, c'est un truc assez particulier, tazo atrekei, les chevaux courts. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été puni et je me souviens d'avoir passé à recopier ce tazo atrekei pendant des heures et des heures, un soir d'hiver, tout seul dans un endroit glacé. Donc voilà. Mais c'est des très bons souvenirs et surtout une formation d'excellence dont je bénéficie encore. Et je crois que vous avez d'autres anecdotes à nous livrer dans les prochaines minutes. On y reviendra. Le vif du sujet, l'école de demain, Chris Delepierre. Donc, vous qui œuvrez au sein de l'Institut des futurs souhaitables, vous planchez sur un horizon de 20 à 25 ans. Dites-nous donc, selon vous, à quoi doit ressembler l'école de demain? Oula, comme ça, rapidement, mais en tout cas, donc, je suis Chris, je suis entrepreneur du changement, donc je travaille sur ces dynamiques de transformation, notamment dans l'éducation liée au numérique et à la créativité. Alors, voilà, tout de suite vous dire, peut-être pour rebondir par rapport aux propos hein, de Pascal Balmand tout à l'heure, de dire que finalement, c'est pas une école de demain, c'est les écoles de demain. L'école du futur, c'est les écoles du futur, donc au pluriel, et puis peut-être avec un petit F, parce que c'est justement pas
pour moi, l'école de demain, c'est une école mosaïque aussi. Pour moi, c'est pas un modèle unique. C'est justement une école plus protéiforme qui va notamment s'adapter aussi à chaque contexte et également à chaque élève. Pour moi, je constate il y a cette recherche d'individualisation, aussi d'autonomisation des élèves. Et forcément, on a des nouveaux outils parce qu'il faut s'adapter à cette modernité. J'ai eu la chance de vivre plusieurs ateliers ici sur l'IA, l'intelligence artificielle. Forcément, les élèves l'utilisent. C'est une donnée qu'il faut intégrer dans la pédagogie, dans la formation. Et donc, forcément, l'impact et les ruptures technologiques qu'on vit, et c'est pas que l'école, c'est l'entreprise, on y reviendra, c'est toute la société. Il faut forcément tenir compte de ce contexte qui est en forte évolution. Donc, je dirais technologie, forcément écologie, parce qu'il y a cette dimension importante, et puis aussi peut-être philosophique, parce que la quête de sens chez les jeunes et dans toute la société, c'est aussi une réalité. Donc, comment l'école peut aussi répondre à cette recherche de vocation des jeunes, réussir. On va y revenir. L'IA notamment, puisqu'on parle de l'école de demain, pour apprendre quoi, justement, Jean-Robert Pitt, que devra-t-on apprendre dans l'école de demain, dans les années qui viennent? D'abord, je pense qu'on devra apprendre beaucoup. Et ce que je retiens aussi de mon éducation dans les années 50 et 60, c'est l'exigence. Certes avec de l'affection, mais une affection qui ne se manifestait pas par beaucoup de câlins, heureusement, parce qu'aujourd'hui c'est un peu contesté, mais une exigence absolument incroyable qui, je trouve, manque aujourd'hui et qui m'a servi énormément après. Moi, je viens d'une famille où mes parents n'avaient pas fait d'études du tout, il n'y avait pas de livre à la maison, donc j'ai été le premier de ma famille à passer le baccalauréat. Et ça, c'est grâce aux écoles dans lesquelles je suis allé, mais avec une exigence extraordinaire qui m'a beaucoup servi et dont je me suis rendu compte presque par surprise en arrivant à l'université. Je n'ai pas fait les classes préparatoires, mais en arrivant à l'université, je me suis dit, tiens, tu n'étais pas très très bon dans les écoles où tu es passé et tu te retrouves pas si mauvais que ça à l'université, en géographie, en sciences humaines. Et donc, j'ai commencé à découvrir que c'était pas si mal que ça, même si on en bavait des ronds de chapeau. Donc aujourd'hui et demain, l'école, qu'elle soit publique, d'État ou privée, doit être exigeante et c'est le seul moyen de favoriser la méritocratie, c'est le seul moyen d'aider aussi ceux qui viennent de milieux défavorisés, les enfants, à s'épanouir, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde a des capacités, mais ça ne se révèle pas par la démagogie. Mais finalement, permettre aux jeunes, de révéler le meilleur d'eux-mêmes et l'exigence, est-ce que c'est pas finalement un peu du bon sens? On ne parle pas de révolution, c'est du bon sens finalement. Ah oui, mais c'est pas le discours que vous entendez aujourd'hui chez les pédagogues ou dans la presse ou en écoutant certaines chaînes de télévision. L'exigence apparaît comme une punition. C'est vrai que nous, moi je me souviens de ma génération, on était souvent punis et c'était très dur. Mais c'est après qu'on découvre que finalement ils avaient raison. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ce message qu'il faut faire passer, y compris dans le public. Je suppose qu'on aura peut-être l'occasion de le dire, mais pour moi, l'enseignement privé doit être un laboratoire et un modèle pour l'enseignement public. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de relations entre les établissements publics et privés. Et on doit apprendre, c'est ce que vous disiez en préparant cette table ronde, ce qui se fait de mieux d'un côté et de l'autre. Geoffroy Roux de Bézieux, votre avis? L'école qui doit préparer l'économie de demain, c'est bien ça? Je reprends votre formule, les futurs actifs doivent tout de même prendre leur temps. Oui, alors d'abord, vous avez un rôle absolument fondamental. L'économie de demain, elle est très difficile à deviner, à anticiper, en particulier dans les moments que l'on vit. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une économie de la connaissance et que la prospérité d'un pays, elle va dépendre de la capacité de l'ensemble de sa population, de l'ensemble des salariés, mais en particulier de ceux qui dirigent les entreprises, à innover, à inventer. C'est une bagarre d'intelligence. Si les États-Unis dominent le monde comme ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils attirent les talents du monde entier, alors plutôt dans l'enseignement supérieur. Mais c'est une machine à attirer des cerveaux. Donc vous avez un rôle fondamental, mais je crois que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'essayer de donner surtout à des enfants, des lycées, des collèges, des enseignements très opérationnels qui leur seraient utiles dans l'entreprise. Parce qu'en réalité,
L'entreprise, elle bouge tout le temps. Et si vous apprenez, et c'est même vrai dans l'enseignement supérieur d'ailleurs, à mon avis, si vous prenez telle ou telle matière, vous arrivez dans l'entreprise 5-10 ans après, c'est totalement obsolète. Donc c'est pour ça que je crois qu'il est vital de donner ce qu'on appelait autrefois les humanités, c'est-à-dire des savoir-faire de base, que ce soit en français, en mathématiques, en géographie, cher professeur Pitt, qui ne sont pas directement opérationnels, mais qui forment à la fois le raisonnement, la capacité de travail, etc. Mon deuxième point s'adresse d'ailleurs à l'enseignement libre comme à l'enseignement public. J'insiste sur l'oral. Moi, je travaille depuis 40 ans avec des anglo-saxons. J'ai eu souvent des investisseurs anglo-saxons. Je suis toujours frappé, que ce soit des réunions internationales, que ce soit des pitchs, des conférences, la facilité qu'ont les anglo-saxons à s'exprimer en public, à convaincre un auditoire, à le faire rire, à le séduire, à attirer son attention. Et ayant passé quelques années de ma vie à l'étranger, je pense que ça vient quand même de la manière dont sont notés les élèves et entraînés. On ne forme pas assez nos élèves français, encore une fois publics ou privés, à s'exprimer en public. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les grandes écoles, ça commence par une barrière à l'écrit, puis ceux qui ont passé à l'écrit ont l'oral. J'ai presque envie de dire qu'on devrait inverser, parce qu'on est dans un monde de l'oral, et vous évoquez tout à l'heure l'intelligence artificielle. Si justement tous les élèves font leurs devoirs à la maison sur ChatGPT, la vraie différence se fera quand ils seront capables de l'exposer avec quel talent. Et au passage, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des clubs ou des leçons de théâtre. Moi, j'ai fait faire du théâtre à mes 4 enfants, y compris ceux qui ne voulaient pas, parce que c'est une formidable école pour apprendre à parler, ne serait-ce que d'ailleurs presque physiquement, à exprimer, à avoir une voix qui porte, le souffle. Enfin, il y a des techniques d'expression orale. Et dans l'entreprise, surtout dans les grandes entreprises, mais quel que soit le niveau, vous avez besoin de ces talents. Et c'est vraiment un déficit très français parce qu'on a cette culture de l'écrit. Et puis, dernière chose de l'école de demain, et là, ce n'est pas le patron du MEDEF qui s'exprime ou l'entrepreneur, plutôt le citoyen. On vit dans un monde où la démocratie se fragilise à toute vitesse. On a besoin de citoyens avec un esprit critique. Et vous avez ce mot formidable d'enseignement libre. La liberté, c'est un mot peut-être mis à toutes les sauces, mais qui reste une valeur cardinale pour moi. Donc il faut donner la liberté de penser à vos élèves et la liberté de prendre du recul par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir de l'extérieur matin, midi et soir. Voilà. Jean-Robert Piet, vous vouliez réagir. Je voulais juste rebondir, enfin nuancer plutôt la pensée de Geoffroy. Oui, la culture générale, c'est formidable. Ne pas se spécialiser trop tôt, ne pas rentrer les mains dans le cambouis trop tôt. Mais je pense, pour avoir exercé pendant 4 ans les fonctions de délégué interministériel à l'information et à l'orientation, qu'il faut inciter les jeunes très tôt, même dès la fin du primaire, à avoir un projet professionnel. Ils veulent être pompiers, très bien. Ils veulent être footballeurs, très bien. Mais avec l'idée, je veux faire ça, mais tu veux faire ça, très bien. Voilà comment tu peux y arriver. Il faut faire tel type d'études, et après on peut changer de projet. J'entendais ce matin sur une chaîne de radio quelqu'un d'important, un journaliste important, dire on oriente beaucoup trop tôt les jeunes aujourd'hui. Alors on va leur faire des études de sociologie à l'université jusqu'en master, et puis après on va dire bon alors qu'est-ce que tu veux faire de ça? C'est beaucoup trop tard. Quand on voit ce qui se passe dans les pays comme l'Allemagne ou la Suisse, où l'apprentissage est développé très tôt, c'est pas parce qu'on a appris un métier assez jeune qu'on va être complètement bloqué dans ce métier. On peut changer de métier, on peut se réorienter, on peut apprendre un nouveau métier, mais je trouve que le lien, et dans l'enseignement libre, d'après ce que j'ai vu en fréquentant divers établissements depuis la fin de mes études, le lien avec surtout en province, avec le tissu local d'entreprise est très fort, et ça me paraît un point extrêmement positif. Ça ne veut pas dire que les jeunes vont aller forcément dans ces entreprises, mais ils savent qu'on fait des études. Le seul but des études réussies, c'est des études qui mènent à un job, à un débouché professionnel. Moi, j'ai présidé une université littéraire où dire ça, c'était une grossièreté épouvantable. Quand j'ai voulu créer un IUT dans mon université, dans le 18e, dans le 18e arrondissement, j'ai été banni, honni, parce que c'était honteux pour la Sorbonne d'avoir un IUT, alors qu'on forme des chômeurs. Donc voilà, il est très important de dire aux jeunes,
apprenez le maximum, allez au théâtre, très bien, mais avec un but qui est celui de vous insérer dans la vie professionnelle, d'avoir un métier qui vous plaise. Et si il vous plaît plus à un moment donné, vous en changez, et puis c'est tout. Geoffroy Le camarade, voilà, a levé le doigt, le camarade de droite. On est un peu à contre-emploi, là, quand même. Parce que je vais nuancer votre nuance, si vous m'y autorisez. La génération qui est à l'école en ce moment va travailler jusqu'à 80 ans, minimum. Je suis désolé, c'est pas une bonne nouvelle, pas pour vous d'ailleurs, mais pour eux. Le chef d'établissement aussi. Alors un peu moins quand même. Enfin, je sais pas quel est l'âge moyen dans la salle, mais la démographie, c'est peut-être la seule science économique qui porte le nom de science. Les taux de natalité étant ce qu'ils sont, c'est des générations qui vont donc travailler 50, 55, 60 ans, qui vont changer de métier et de secteur des dizaines de fois. Et j'entends ce que vous dites, et il ne faut pas évidemment mettre les gens dans des études qui ne débouchent sur rien. Mais demander à des gamins de se fixer sur un projet professionnel trop tôt me paraît être aussi une erreur. Alors certains ont des vocations, vous pouvez devenir médecin et très tôt, ou pompier, tout ce que vous dites. Mais je trouve qu'il faut aussi donner une vue 360 et des connaissances 360 pour pouvoir s'adapter au fil de ces changements de carrière. Et que, je vais vous raconter une histoire très courte, mais je suis devenu assez copain avec Bernard Thibault. Ça peut paraître bizarre, mais à l'ancien secrétaire général de la CGT, parce que j'étais le correspondant économique côté entreprise dans les JO de Paris, et lui était correspondant côté syndical. Et un soir, on s'est retrouvé au jeu, justement, on a pris un verre, et il me disait, moi j'ai quitté l'école à 14 ans, et toute ma vie, ça m'a handicapé dans un certain nombre de choses, parce qu'il me manquait un certain nombre d'éléments de culture générale. Donc je trouve qu'il y a un équilibre à trouver. Et par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut que les élèves connaissent l'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise et les différentes possibilités de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient... alors, il y a le stage de seconde, etc., mais il faut qu'il y ait beaucoup de passerelles. Et dans vos élèves, vous avez des gens des enfants qui y sont exposés parce que les deux parents travaillent, ils voient beaucoup de gens. Mais il y a aussi par exemple, il y a des enfants de fonctionnaires qui ne connaissent pas l'entreprise. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. Donc, c'est cette fluidification et cette interpénétration qu'il faut organiser. Mais ne négligeons pas le fait qu'un corpus de connaissances de base sert tout au long de la vie. Et vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Voilà, on a trouvé un accord. Ben tout va bien. Mais évidemment, Chris Delepierre, vous vouliez aussi réagir. Oui, c'est vrai qu'on évoquait les humanités. Pour moi, on est dans un monde qui devient plus fluide, plus instable, où on manque de repères, que ce soit des repères familiaux, des repères dans la société. Et donc, pour justement contrer ça, pour moi, il y a cet enjeu de donner justement aux jeunes cette force et ces valeurs. Et pour moi, dans ce monde un peu plus liquide dans lequel on vit, plus on se permet de fluidifier les formes, plus il faut être solide sur le fond. Et le fond, pour moi, c'est le ROC. À l'échelle d'un établissement, ça va être votre projet éducatif. Mais au niveau des jeunes, c'est justement, à la fois on évoquait les savoirs de base, mais plus largement, dans l'enseignement catholique, les valeurs chrétiennes. Et ça, pour moi, je pense que ça peut leur donner justement ces repères qui vont leur permettre ensuite d'être des surfeurs. J'aime bien cette image de surfer dans ce tsunami numérique et cette tsunami qu'on vit de changement. Parce qu'un surfeur, c'est quelqu'un qui n'est pas en équilibre instable, c'est quelqu'un qui est en déséquilibre contrôlé et qui va capter l'énergie de ces changements pour aller vers le cap qui s'est fixé. Encore faut-il se fixer ce cap. Et pour moi, là, c'est le rôle également de l'école de fixer, justement, d'aider aux jeunes de fixer son cap, de donner la vocation. Et j'ai eu la chance, là, tout à l'heure, de déjeuner avec vos anciens, en tout cas quelques anciens du SNEL, qui ont été invités dans le cadre du centenaire. Et voilà, en leur posant la question, c'est quoi pour vous l'école de demain? C'était avant tout cette histoire de dire, de toujours, en tout cas, continuer à communiquer ces valeurs, transmettre finalement aussi l'histoire, la mémoire collective que vous vivez aujourd'hui. Pour moi, ça également, ça fait partie de ce socle commun. Peut-être aussi pour rebondir sur le lien avec l'entreprise, pour moi il y a un enjeu de créer les conditions favorables et comment on peut créer des cadres qui permettent justement ce dialogue école-entreprise. Je fais partie d'un tiers-lieu, donc un lieu ouvert sur l'extérieur, éducatif, qui a été monté à Tourcoing par un ensemble scolaire qui s'appelle l'EIC. Le tiers-lieu s'appelle le Cube et c'est justement un espace
pour expérimenter cette relation école-entreprise où, en tant qu'entreprise, je peux venir coworker, travailler dans le lieu, rencontrer des élèves, monter des projets. Il y a également un fonds de dotation parce qu'il y a cette question de la responsabilité éducative de l'entreprise. Comment l'entreprise en tant que telle, dans sa politique de responsabilité sociétale, intègre l'éducation comme une véritable stratégie. Et ça peut passer également par du mécénat. Pour ça, il faut justement que l'école puisse accueillir cet argent, ce mécénat. Et ça fonctionne? Et ben oui, ça fonctionne. En tout cas, il faut créer ces conditions favorables. Et la semaine prochaine, on lance ce fonds de dotation EIC avec des entreprises et l'écosystème éducatif pour pouvoir justement financer des projets innovants, ouverts sur l'extérieur. Pour moi, l'école de demain, c'est également une école ouverte, une école Carrefour. J'ai relu les assises de l'enseignement catholique en 2001. On parlait déjà de passer de l'école Citadelle à l'école Carrefour. Donc c'est pas nouveau en soi. Mais il faut maintenant l'incarner, quoi. Et puisqu'on parle d'exemples concrets, Geoffroy Roux de Bézieux, le lien école-entreprise, est-ce qu'il est finalement assez efficace, assez existant, vous qui notamment avez créé des semaines école-entreprise? Alors il n'est jamais assez efficace, mais j'avais cette impression, enfin quand je suis arrivé comme vice-président du MEDEF d'ailleurs, pas président, premier mandat, j'avais l'impression que c'était vraiment deux mondes qui s'ignoraient. On constate quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, assez peu médiatisées. Vous savez, c'est un peu les mille fleurs, quoi. Donc il y a plus de choses qu'on croit qui existent, et souvent à l'initiative des chefs d'établissement ou de professeurs. Donc c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ce qui se passe, c'est que, et ça vous devez le savoir, l'entreprise, elle innove à toute vitesse. Elle innove à toute vitesse, pourquoi? Parce qu'elle est en mode survie. C'est-à-dire celui qui n'innove pas meurt. Et donc ça va très vite. Et donc ces passerelles, ces échanges, ils ne sont jamais assez suffisants parce que ce qui est vrai une année ne l'est plus l'année suivante. Il y a une obsolescence des techniques, des apprentissages et des métiers dans le monde entrepreneurial qui est presque, j'allais dire, angoissante d'une certaine manière. Mais l'école a besoin de temps long. Et alors, pardon, justement, l'école, c'est quelque chose qui se construit dans la durée, et un élève, c'est qui se construit dans la durée. Donc il y a cette contradiction. Donc moi je crois qu'il faut effectivement que les gens se parlent, se rencontrent, mais toutes les visites d'entreprise que vous pouvez organiser, toutes les interventions de chefs d'entreprise que vous pouvez organiser dans votre école sont forcément porteuse de sens. Et je ne compte pas le nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit moi, ma vocation d'entrepreneur, elle est née, ou d'entrepreneuse, elle est née parce qu'en classe de seconde, il y a telle ou telle personne qui est venue me raconter ce qu'il faisait, et il l'a fait avec suffisamment de conviction, de talent, etc., pour me convaincre que c'était ça que je voulais faire. Donc inviter les chefs d'établissement aujourd'hui à ouvrir encore plus leurs portes, Jean Berpied. Juste en prolongeant, et pas du tout en contradiction avec Geoffroy, on est toujours d'accord, un des points forts de l'enseignement libre, c'est l'implication des parents. Beaucoup plus que dans l'enseignement public. C'est un des vrais problèmes de l'enseignement public, c'est que les parents sont souvent des gêneurs, quel que soit le niveau des parents, leur éducation, etc. Donc ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Donc on n'a pas très envie de rencontrer les parents, il y a les réunions obligatoires, et je trouve, par expérience de mon temps, mais aussi de ce que je vois dans plein d'établissements que j'ai fréquentés, dans lesquels je suis allé parler, qu'il y a une très forte implication des parents. Dans un établissement de Vendée bien connu, il y a quelques années, quand j'étais délégué à l'information et à l'orientation, le chef d'établissement me dit « il faudrait que vous veniez nous parler d'orientation ». C'était un vendredi soir, je crois. Il y avait tous les élèves de première et de terminale de l'établissement qui étaient dans un grand amphi comme ça, tous les parents beaucoup de parents qui étaient là, et beaucoup également d'amis, d'anciens de l'établissement, travaillant, pas forcément chef d'entreprise, ayant toutes sortes de métiers, et on a passé une soirée absolument extraordinaire. Et je me disais, est-ce que c'est possible dans un lycée public d'organiser une chose comme ça, avec bien entendu les profs qui étaient là aussi, et donc il y avait une espèce de vibration autour de cette question de l'avenir professionnel de l'orientation qui est formidable. Tous les parents ont un métier, eh bien il faut qu'ils acceptent aussi de venir de temps en temps, qu'un boulanger vienne parler de son métier de boulanger dans l'établissement devant. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand on a ses enfants dans la classe de venir parler devant ses enfants de son métier, mais il y a des choses qui peuvent se faire dans ce sens-là, et vous êtes à même
par vos traditions de lien avec non seulement les parents, mais aussi le monde de l'entreprise locale, de faire des choses comme ça, c'est vraiment votre avenir. Et c'est en ça que vous êtes un modèle et un laboratoire, en dehors des valeurs chrétiennes que vous avez évoquées, qui sont très importantes, mais on ne peut pas dire dans un établissement public, vous savez, nos valeurs chrétiennes, c'est vachement bien. Tandis que ça peut se dire... Vous savez, c'est pas si difficile que ça à organiser et ça donne un vrai sens à l'établissement, une vraie colonne vertébrale au projet d'établissement. Et l'apprentissage est l'un des premiers leviers utilisés, Antoine Deprez le rappelait hier avec la commission lycée et pôle supérieur. Une anecdote peut-être, Geoffroy Roux de Bézieux, liée à l'apprentissage et l'ancien patron de Total sur la façon dont il était envisagé. Je ne vais pas donner le nom, mais c'est il y a très longtemps quand même. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, l'apprentissage a été vécu quand même comme une voie de garage, il faut le dire, en France. Parce qu'il y a le mythe, ou le culte, si vous voulez, de la grande école, du diplôme, de l'écrit, etc., etc. Et donc, à l'époque, c'était au moins il y a 15 ans, il est interviewé à la radio, donc le patron d'une grande entreprise française, et qui vante l'apprentissage. Et là, le journaliste fait son travail. Cher Maxime, il lui dit et vos enfants, vous les metteriez en apprentissage? Et là, le cri du cœur du type, c'est ah bah non, quand même pas. Alors heureusement, je crois que les choses ont changé. D'abord, il y a eu, je suis pas là pour faire de la politique, mais il y a eu un plan, certes qui a coûté de l'argent, mais qui a permis quand même de débloquer le compteur en quelque sorte. Et on le voit au nombre d'apprentissages. Alors, il y a eu peut-être travail. Pardon ? Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et je sais qu'il y a des critiques sur quelques abus qui ont pu avoir lieu, mais comme toujours, quand on crée un appel d'air, il y a forcément... Mais globalement, je pense que les parents ont joué le jeu. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, qui n'existe pas, alors vous l'avez cité en Allemagne et en Suisse, c'est débloquer l'intérieur des entreprises. Parce que ça, il faut le dire, il y a encore un plafond de verre au niveau des promotions des cadres supérieurs entre ceux qui ont fait la voie classique d'études supérieures et ceux qui ont fait l'apprentissage. Vous avez en Allemagne, mon homologue en Allemagne, Siegfried Rooswurm, quand il était président du BDI, qui est quasiment l'équivalent du MEDEF, est quelqu'un issu de l'apprentissage. Alors avec une petite différence, c'est qu'il continue à faire des études en temps partiel. Et il était docteur Rooswurm. C'est qu'en Allemagne, le titre d'études, alors c'est docteur pas au sens praticien médical, mais au sens PhD du terme, enfin docteur au sens diplômé. Là, je crois qu'on a encore un effort à faire, mais qui est du domaine culturel. Mais au fond, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, sur lequel on débattait, c'est-à-dire que ces diplômés allemands, ils ont les deux. Ils ont la pratique, mais ils ont aussi, j'allais dire, la colonne vertébrale de connaissances générales qui leur permet de monter, entre guillemets, dans la société, en l'occurrence dans l'entreprise. Donc oui, c'est peu mieux faire, mais on aurait eu la même discussion il y a 5 ans, on aurait été quand même dans une situation beaucoup plus compliquée. Chris Delepierre, vous vouliez réagir également? Non, mais ça m'a fait penser justement à un propos de dire l'apprentissage et puis aussi peut-être des enseignements manuels, tout simplement. C'est vrai que, alors j'ai pas connu, mais peut-être à l'époque, il y avait des cours de cuisine, des cours de savoir basique finalement. Et peut-être que l'école de demain... il a appris la cuisine à 35 ans. Hein. Voilà, il m'a dit, j'ai emménagé avec ma femme et là j'ai dû me mettre à la cuisine et je me suis découvert un talent. Et j'aurais peut-être pu le découvrir à l'école, qui est pour moi justement ce révélateur de talent que doit être l'école. Donc peut-être s'ouvrir justement aussi à des choses à la fois très innovantes, et là j'évoquais l'intelligence artificielle, et il faut pour moi que à la fois les enseignants, mais aussi que les élèves soient vraiment éduqués à ce bon usage de ces intelligences artificielles et pas juste des consommateurs passifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les écrans, mais vraiment acteurs de ces outils et de savoir comment ça marche déjà, et puis de pouvoir le pratiquer de façon à le mettre au service de leur projet. Parce que ces outils, ça donne des super pouvoirs, mais encore faut-il révéler notre super puissance intérieure, notre potentiel de créativité, d'inventivité. D'où justement ce besoin peut-être de revenir aussi, en contrario aussi, à des temps déconnectés, des temps où on va justement faire des apprentissages plus peut-être basiques, mais en tout cas qui pour moi auront une actualité dans le monde qu'on va vivre très importante. Le fameux socle. Et donc justement, puisque vous parliez de l'intelligence artificielle, on va y venir, puisque c'est aussi ça l'école de demain, avec l'IA. Alors justement, ça veut dire quoi s'armer pour demain au sujet de l'IA? Comment on s'arme?
Comment on s'arme déjà le risque, hein, c'est d'être dans l'immobilisme et d'être dans la peur. Donc pour moi, la première étape, c'est certainement de découvrir, de pratiquer. Hein. Vous avez eu la chance là d'avoir quelques ateliers, mais moi j'ai la chance de me déplacer dans les établissements scolaires, de former à l'IA, en journée pédagogique, de pouvoir vraiment échanger avec ces enseignants et surtout de leur faire pratiquer. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, je ne sais pas vous, mais moi également, hein, je suis entrepreneur dans le numérique, certes, mais tant que je n'avais pas testé ChatGPT ou autre, hein, et j'ai mis peut-être 1 an avant de m'y mettre, là, vraiment me dire, ouais, l'effet waouh, la perception de dire on va gagner du temps, certes, mais aussi qu'il y a vraiment un usage pédagogique à inventer avec ces outils parce qu'effectivement, c'est une vraie rupture, quoi. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la formation au numérique dans les écoles. Là, je vois vraiment la différence avec l'IA, où là, les élèves n'ont pas attendu, je dirais, les enseignants pour pratiquer. Hein. Je vous disais 90% à peu près des élèves l'utilisent. En entreprise, on a à peu près le même sujet, hein, avec ce qu'on appelle du shadow IA, hein, c'est-à-dire les salariés vont utiliser l'IA un peu dans l'ombre sans forcément que les managers soient au courant. Et pourtant, il y a des vrais risques liés aux data, liés à la propriété intellectuelle, liés à aussi la consommation énergétique. Et si on ne monte pas en conscience les acteurs éducatif, et ça marche aussi pour les parents. Pour moi, il y a cet enjeu de monter en conscience collectivement sur ce sujet de l'IA, et effectivement de développer également des IA plus souveraines, peut-être plus françaises. Hein. Il y a eu l'actualité il n'y a pas longtemps avec Mistral.ai. Il y a aussi au niveau éducatif un consortium qui est en train de travailler justement sur un LLM, hein, c'est-à-dire un modèle de langage pour l'éducation. Donc voilà, l'éducation, je dirais, nationale en France est aussi assez acteur pour proposer également des guides pratiques. Et surtout, je pense que la troisième étape, hein, pour terminer, c'est vraiment de définir une charte d'usage de l'IA au sein de l'établissement, parce que comme il n'y a pas de règles, il n'y a pas finalement de cadre. Et donc il y a aussi cette responsabilité du chef d'établissement et de l'établissement de définir finalement des bonnes pratiques et une charte éthique de l'usage pour l'ensemble du personnel, mais également des élèves, pour justement poser collectivement ce que peut être justement ce bon usage. Et c'était le chiffre donné hier par Jean-Pierre Grandard pour la commission collège, 80% des élèves qui utilisent l'IA, 20% des enseignants. Geoffroy Roux de Bézieux, l'école doit préparer au choc digital ? Elle doit préparer à tous les chocs. Juste peut-être là-dessus, on a le même problème en entreprise, ça a été un peu évoqué. Mais d'ailleurs, ça existait avant l'IA. Autrefois, il y avait une hiérarchie naturelle dans les entreprises, puisque la stratégie descendait d'en haut, elle passait par l'encadrement intermédiaire et elle était diffusée dans les salariés. Donc on était dans une entreprise très hiérarchique. Depuis 10-15 ans, mais ça va être accéléré par l'IA, on assiste à un aplatissement de la hiérarchie. C'est-à-dire que finalement, tout le monde a accès à la stratégie, tout le monde a accès aux données, et les outils de LLM accélère ça, puisque tout le monde est capable, au fond, de décrire à peu près les mêmes types de choses. Et ça remet en cause, en fait, l'encadrement intermédiaire. De la même manière, je pense que les professeurs, ou autrefois les maîtres, étaient presque maîtres de droit divin, parce qu'eux seuls avaient le savoir et ils le distribuaient de manière verticale. Et ils se retrouvent confrontés, finalement, avec une concurrence qui est celle des outils disponibles au grand public, qui font que leur rôle est très différent. Donc il y a une remise en cause quand même assez forte qui bouleverse les emprises et surtout les patrons de services, les patrons de branches, etc. De la même façon, je pense, que dans l'école. Face à ça, évidemment, il y a la peur, qui n'est pas la bonne solution. Et puis il y a l'utilisation habile et bien cadrée de ces outils. C'est-à-dire, j'imagine que le devoir à la maison aujourd'hui, si 80% des élèves le font sur ChatGPT, il perd une partie de sa signification. Mais il y a peut-être une autre manière de tester les élèves, de tester leur raisonnement, de tester leur capacité d'apprentissage, y compris l'oral. Je reviens à mon dada. Mais d'une certaine manière, mon message, c'est rassurez-vous, on est remis en cause dans l'entreprise de la même façon que la hiérarchie éducative l'est également. Vous prenez, Chris Delepierre, avant la réaction de M. Pitt, la fin de l'enseignant, mais l'avènement du designer pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
alors je ne prône pas la fin de l'enseignant, mais que le rôle de l'enseignant, justement, va évoluer, hein, de peut-être une posture qu'on évoquait de sachant, de passeur de savoir, à une posture plutôt d'accompagnateur des élèves, de designer pédagogique, également mentor, facilitateur, en tout cas une posture qui va être plutôt dans guider les élèves, justement, dans cet océan de savoir qui est maintenant accessible partout, hein. C'était déjà le cas déjà avec la transition numérique qu'on a vécue, mais qui est, avec l'IA, encore plus décuplée. Et donc c'est vrai que l'IA peut être aussi un formidable outil pour justement aider à ce design également pédagogique. D'où, je reviens à cette question vraiment clé de former les enseignants à être aussi acteurs et ensuite à interagir déjà pour eux-mêmes d'un point de vue professionnel pour gagner du temps et peut-être de la qualité dans la préparation, et pour passer ensuite ce temps avec les élèves, pour les former, les accompagner. Et voilà, on a eu des exemples, hein, lors des ateliers, mais il y a vraiment des méthodes d'évaluation. On parlait des devoirs maison. On peut avoir des devoirs maison à la fois faits par IA, mais également faits devoirs sur table sans écran, et de voir le delta pour voir si l'élève a juste copié-collé ou est-ce qu'il s'est aidé de l'IA pour justement se questionner, pour vraiment comme un tuteur personnalisé, hein. Je reviens à cette histoire de personnalisation des enseignements. Pour moi, l'école de demain, ça va être également la mise à disposition de vraiment tuteurs IA pour vraiment avoir cette adaptive learning, hein, ce qu'on appelle vraiment cet apprentissage adaptatif au niveau même de l'individu. Justement, Jean-Robert. Oui. Oui. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose à l'IA, je n'ai jamais utilisé ChatGPT, mais je me souviens qu'il y a 30 ans, on avait très peur de l'informatique, de l'arrivée des ordinateurs, alors en particulier auprès des élèves, mais même dans le monde universitaire, ça faisait très, très, très peur. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait utiliser intelligemment, relativement intelligemment et honnêtement tous les outils informatiques. Et je pense que l'IA fait très peur aujourd'hui, et je pense que les élèves qui sont très cultivés, là j'abonde dans le sens de Geoffroy, qui savent lire, qui ont lu Proust et Balzac, qui vont au cinéma, qui vont au théâtre, qui vont au concert, qui ont un peu d'éthique, et je pense que dans vos établissements on leur apprend un peu ce qu'est l'éthique, hésiteront à rendre un devoir dont ils ne seront en aucune manière responsables. Ça fait réagir un peu. Bien sûr, c'est possible techniquement, mais je pense qu'il faut qu'il y ait c'est pas une culpabilité, mais que les gens se disent, bon, c'est un peu con ce que je fais, je vais fournir quelque chose qui me ressemble à moi et qui correspond à ma culture et à mes connaissances. Je me fais aider par ChatGPT, très bien, mais ce que je rends, c'est quand même de moi. Et là, pour moi, ça relève de l'éthique. Alors justement, puisqu'on parle des devoirs à la maison et de cette éthique, vous avez changé d'avis ou pas sur le bac? Est-ce que c'est toujours une passoire? Est-ce que demain, le bac aura encore une valeur? J'ai écrit un pamphlet qui m'a valu quelques ennuis dans mon université, entre autres de ne pas être réélu président en 2007, qui s'appelait « Stop à l'arnaque du bac », parce que le baccalauréat donné à tout le monde n'a strictement aucun intérêt. Donc je suis plutôt très content de l'évolution actuelle, même si tout le monde a très très peur des systèmes de post-bac et comment ça s'appelle, Parcoursup. C'est en soi quelque chose d'excellent qu'il faut apprendre à utiliser, non seulement les élèves et leurs parents, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur. Or malheureusement, beaucoup d'universités ne veulent pas utiliser cet instrument parce que, moi je me souviens quand je disais mais arrêtons de prendre n'importe qui, essayons d'avoir un entretien avec les candidats qui veulent venir chez nous faire du latin, faire de la littérature, faire de l'histoire de l'art, quelles sont leurs motivations, quel est leur niveau, quel est leur projet professionnel. Et donc pour moi, à la place du baccalauréat, et même les examens finalement, c'est important de faire des examens, mais le plus important c'est un livret scolaire, mais pas le petit livret scolaire avec une phrase par prof et par matière. Vous préférez les couleurs? Un vrai livret scolaire avec des évaluations complètes. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux que le baccalauréat, qui est une espèce de machine à gaz. Bon, aujourd'hui, il a moins d'importance, mais quand même, il en a encore, et encore trop, pour moi. Alors au-delà peut-être des observations justement, Maxime, tu évoquais les couleurs, Geoffroy Roux de Bézieux. Aujourd'hui, on est sur du vert, du jaune, du rouge. Est-ce que ça, pour l'école de demain, c'est intéressant? Et puis après, Chris, je vais vous répondre un peu différemment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie scolaire, donc je n'ai pas forcément un avis déterminant, même si je suis plutôt pour la hiérarchisation de l'orientation. Mais qu'est-ce qui se passe en entreprise derrière, au fond?
De plus en plus, la performance individuelle est mesurée. Elle est mesurée pour les cadres, évidemment. Elle est mesurée aussi pour les opérateurs. Je vais vous dire une petite anecdote quand même. On peut se dire, bon, le monde ouvrier ou le monde employé, bah, finalement, les gens qui fassent un bon boulot, pas un bon boulot, ils n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Un ouvrier dans une usine automobile aujourd'hui, il a un job qui est presque un job, j'allais dire, il va gérer 5 ou 6 machines, il va gérer la performance des machines, il va sortir un certain nombre de voitures par mois ou par semaine. Donc, il y a un système de notation et de performance individuelle qui suit la sortie de l'université ou de l'école. Et donc, habituer les élèves à se mesurer et à performer et à avoir des notes, quel que soit le système de notation, parce que en entreprise, c'est souvent de 1 à 5, ou ce type de choses. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le problème de la graduation. C'est plutôt le système où il y a effectivement des premiers, des derniers, des gens qui performent, des gens qui performent moins. Et j'ajoute un point qui, là aussi, est peut-être plus compliqué pour la PD de l'école. En entreprise, on va noter, ou on va juger, ou on va évaluer les salariés à la fois sur leur performance individuelle et sur la performance du groupe. Et très souvent, quand vous avez des objectifs sonnants et trébuchants, c'est-à-dire des bonus ou des primes, elles sont pour partie individuelle et pour partie collective. Traduite en pédagogie scolaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de notes collectives, mais prendre l'habitude de travailler à la fois en individuel et en groupe, c'est vraiment un bon réflexe pour la vie professionnelle, en tout cas en entreprise plus tard. Effectivement, alors en complément, moi, ce que j'expérimente beaucoup, et peut-être certains connaissent, hein, mais peut-être certains ne connaissent pas, ce sont les open badges, donc les systèmes de reconnaissance par badge numérique qui sont inspirés à la fois des badges scouts, hein, historiquement, mais qui permettent, par une image et des informations, de rendre visible et reconnaître et valoriser d'autres formes de compétences, de talents, d'engagement, parce que tout ne peut pas effectivement se résumer à une note en créativité. On a un peu évoqué ces compétences du 21e siècle, hein, dont on va avoir besoin, travail en équipe, esprit critique. Voilà, on ne peut pas noter ça sur une note. D'où justement l'enjeu d'avoir ces nouvelles formes de reconnaissance. Et les badges permettent à la fois de reconnaître ces apprentissages informels, qu'on apprend aussi tout au long de la vie, mais également de donner de la valeur finalement à cet invisible et de pouvoir justement valoriser d'autres choses de ce qu'on a l'habitude de noter. Ça marche comment? Parce que j'ai un peu du mal à... Par exemple, je m'engage, là, bon, je vais prendre le cas d'une école, hein, voilà, j'ai des élèves qui s'engagent dans la vie de leur école, qui participent à des clubs, qui font peut-être des projets. C'est difficile de leur donner une note, ce n'est pas forcément dans le cursus académique. On va leur reconnaître par un badge numérique, comme un micro-certificat, cette reconnaissance de cet engagement qui va être reconnu par un écosystème local. Donc ça peut être le lycée, le collège, peut-être une entreprise. Et pour faciliter l'insertion, en tout cas, développer l'orientation en tout cas, des jeunes qui vont pouvoir peut-être le valoriser sur Parcoursup, par exemple. C'est bien pitché ou pas, Geoffroy Roux de Bézieux? En tous les cas... C'est très bien pitché, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des qualités... Quoi, pitché, ça veut dire quoi? Présenté. Très bien présenté, pardon. Pardon. Vous avez raison de cet anglicisme. Mais la difficulté que je vois, c'est qu'il faudrait que ça soit reconnu en dehors de l'écosystème local, sinon c'est difficile à valoriser. Mais avoir un certificat de « je sais m'exprimer en public », avec talent, où je me suis engagé dans la vie sociale ou associative de mon lycée, me paraît être un plus. D'ailleurs, en fait, c'est un petit peu l'équivalent dans les CV de l'extracurriculum. C'est ça. Ça, c'est du latin, donc ça va. Ça va. Ça va. En grec, moins, mais en latin encore. Mais c'est cette idée qu'un individu ne peut pas se réduire à ses notes, ce que je partage tout à fait. Ses diplômes. Hein. La difficulté, oui, à ses diplômes. La difficulté, c'est de le... Comment dire? C'est très valorisé par les entreprises, mais c'est difficile à comparer. Donc c'est peut-être autour de ça qu'il faut réfléchir. Travailler la valeur de ces badges. Et pour information, là, peut-être info inédite, hein, mais on commence à travailler justement avec la FNOGEC sur un badge lié à l'engagement bénévole dans l'enseignement catholique, qui sera reconnu là, avec
avec le secrétariat général, avec l'appel, etc., pour pouvoir justement déjà reconnaître les adultes qui s'engagent comme bénévoles, qui donnent de leur temps et qui sont pas du tout forcément reconnus classiquement, on va dire. En tout cas, là, l'idée, c'est de donner de la valeur via ce badge. Et ça, effectivement, ça peut alimenter un CV, ça peut justement rendre visible et surtout faciliter cette reconnaissance et la matérialiser, parce que c'est très difficile de reconnaître quelqu'un. On peut lui dire merci, certes, mais comment on peut avoir un objet qui permet cette reconnaissance et garder dans le temps? Le badge répond à ça, et donc il y a plein de choses à explorer autour de ça. Donc une sorte de fléchage sans pour autant mettre les élèves dans des cases, et on leur demande parfois de se réorienter. Geoffroy Roux de Bézieux, là encore, c'est ce que vous avez connu à l'entrée d'une prépa, par exemple, dans laquelle vous êtes intervenu récemment. Non, alors c'est parce qu'il veut que je vous raconte une histoire. J'aime bien vos anecdotes, oui. Geoffroy Roux de Bézieux. Je vais la raconter en bref. Alors j'espère que la personne n'est pas dans la salle. Parce Non, que là, évidemment que non. c'est en difficulté. Non. Il y a très très longtemps, j'avais postulé à une grande prépa parisienne jésuite à Versailles. Donc vous voyez à peu près laquelle Et à l'époque, je n'étais pas très très bon élève, il faut le dire. Et donc je reçois un courrier de réponse négatif, mais au lieu de me dire juste non, il y avait plusieurs cases. Il y avait vous avez choisi les bonnes nations, mais on n'a pas de place. Vous êtes un peu limite, allez voir une autre prépa. Puis il y avait tout en bas une case avec marqué vous surestimez, je jure, je mens pas, vous surestimez vos capacités et vous feriez mieux de changer d'orientation et de viser des études courtes. Bon. C'est celle-ci qui était cochée, évidemment. Voilà, c'est celle-ci qui a été cochée. Donc évidemment, ça fait bon. Alors moi, je n'aimais pas, mais mes parents étaient furieux. Et donc j'ai été invité il y a 6 mois ou 8 mois à intervenir dans cette prépa pour parler d'élèves, d'orientation aux élèves. Alors là, comme je suis un garçon un peu facétieux, j'ai pas pu résister et moi je garde tout. Donc j'avais gardé la lettre. Et donc il y avait donc, et puis alors là, c'était exactement ce qu'a décrit Jean Médite, c'est-à-dire tous les élèves, etc., tous les profs. Et donc, je vais d'abord vous dire que faire une prépa, c'est important, réussir une grande école, c'est important, mais on peut s'en sortir même quand on n'a pas fait cette prépa. Et je commence à lire la lettre. Et puis j'ai pris mon temps parce que j'ai fait un peu de théâtre, donc j'ai fait un peu durer le suspense. Comme et alors ça là, sert le théâtre. voilà. Et alors là, j'ai vu la directrice de la prépa se décomposer au fur et à mesure de la lecture. Voilà. C'était pas la même, c'était pas celle qui avait... Non, mais c'était il y a 40 ans, donc c'était pas la même. Enfin, elle portait la responsabilité. Non, parce que maintenant, ils vont travailler jusqu'à 80 ans. Alors voilà. Non, mais bon, une fois que cette anecdote, qui était plutôt pour vous faire sourire, c'est vrai que il y a peut-être un défaut français autour de ça, qui est, je l'ai d'ailleurs un peu dit à propos de l'apprentissage, et j'en suis, j'allais dire, un produit, c'est les grandes écoles sinon rien. Et ça, c'est quand même un sujet. Alors, je vais voir le côté positif, le verre à moitié plein, c'est quand même un formidable outil de formation. C'est pas pour rien d'ailleurs que les managers français s'exportent très très bien à l'international dans les grandes multinationales américaines ou autres. Le problème, c'est que ça concerne 20 000 personnes. Quand je dis 20 000, je n'ai pas fait le compte, mais enfin, ça doit être ça l'ordre de grandeur. Et que on vous met un badge, si j'ose dire, d'excellence à 25 ans parce que vous êtes fort en maths. Et pendant 50 ans, ce badge, si j'ose dire, il vous poursuit pas, en l'occurrence, il vous sert. Bon, il y a autant de gens compétents et autant d'imbéciles dans une proportion de polytechniciens que dans une proportion de n'importe quoi d'autre. L'expérience là est un peu vécue, je peux vous le confirmer. Ça va de quoi vous parler. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est difficile de casser le système qui fonctionne. Mais je pense quand même qu'il faut le démocratiser. Les grandes écoles ont fait des efforts, parce qu'il y a maintenant de nombreuses passerelles. Sans démagogie. Parce que oui, en gardant une forme de sélection. De Sciences Po... Alors non, ça, j'en parle pas. Non, mais je parle. Oui, mais les autres grandes écoles, Sciences Po n'est plus une grande école, donc comme ça règle le problème. Les autres grandes écoles ont fait des efforts, ça c'est clair. Mais la difficulté, je pense, elle est dans les entreprises, pour moi. Et c'est à nous, aux entreprises, de ne pas avoir de plafond de verre, de silo de carrière. Moi, j'ai passé 10 ans chez L'Oréal, qui est une formidable entreprise, mais si vous rentrez corps commercial terrain chez L'Oréal, vous n'avez aucune chance d'arriver au top, parce que la voie royale, c'est le marketing, il faut avoir fait une grande école internationale. Donc, finalement, le problème, il est autant dans le système éducatif que dans le système de promotion des entreprises. Et pour un DRH, le préciser, pour un DRH, si vous voulez, c'est plus facile de se reposer sur un diplôme, parce que c'est un peu zéro risque.
Allez, on va poursuivre sur le sujet, toujours et encore, de l'école de demain, une école qui devra faire avec et pour l'environnement. Chris Delpierre, vous parliez aussi d'armer justement les élèves pour les transitions environnementales. Vous pensiez à quoi finalement quand vous évoquez ces idées? Forcément, les jeunes sont de plus en plus confrontés aux impacts du dérèglement climatique. Et donc, l'idée, c'est forcément de les rendre acteurs de ces transitions, ce qu'on va tous vivre. Pour moi, la réponse déjà à cette question du climat, c'est aussi pour moi la frugalité, parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus être avec peut-être des pénuries de certains matériaux. L'IA, forcément, on va l'utiliser, mais le pendant aussi, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Et donc, il y a à la fois une transition écologique et une transition numérique qu'on doit forcément faire. Et on voit le paradoxe, finalement, de ça. Donc, effectivement, de faire peut-être moins, mais avec mieux, c'est aussi une réponse. Quand on est entrepreneur, souvent, voilà, on commence, on a peu de moyens et on soulève des montagnes. Donc, il y a peut-être cette idée de dire forcément de promouvoir des modèles peut-être plus sobres, des modèles qui permettent aussi aux élèves d'être forcément éduqués, mais je pense que de plus en plus les jeunes sont sensibles forcément à ces réalités écologiques, mais en tout cas de leur donner des chantiers qui leur permettent de ne pas sombrer dans le désespoir, parce que c'est vrai quand on entend la jeunesse et qu'on les questionne sur l'avenir de la société, la confiance en l'avenir n'est pas forcément au top. Et donc pour moi, c'est l'action qui est l'antidote du désespoir, c'est-à-dire de mettre finalement à chaque échelle, chacun à son échelle, de se mettre en action et là qu'on puisse trouver ensemble des solutions, ça permet peut-être déjà de retrouver un peu de joie, un peu de plaisir de faire ensemble, et donc d'être dans une forme de frugalité joyeuse. Ça m'évoque la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, mais en tout cas de pouvoir aussi de faire ces transitions dans la joie. Et c'est pas que de la décroissance, c'est vraiment des choses de faire autrement finalement. Les choses. Et c'est déjà le cas dans certains établissements, alors même des collégiens. Parfois, certains chefs d'établissement ici sont bien placés pour en parler. Votre avis sur le sujet? Je voyais réagir Jean-Robert Pitt, vous qui avez pu être attaqué aussi parfois sur le sujet il y a quelques années. Il n'y a pas quelques années, il y a quelques jours, quelques semaines, tous les jours. Un certain nombre de géographes sont attaqués sur ces questions-là parce que nous sommes assez résolument climato-optimistes et que beaucoup de mes collègues, alors un peu moins dans la jeune génération des géographes, nous sommes persuadés que, non pas qu'il n'y ait pas de problème, non pas que le climat ne se réchauffe pas, mais qu'il y a des solutions et que nous devons les trouver et que nous avons, si on fait un peu d'histoire, ce qui me paraît très utile quand on fait de la géographie, mais quand on fait n'importe quelles études, on s'aperçoit quand même que nous étions 3 milliards lorsque j'étais étudiant, dans les années 60, avec 1 milliard de gens qui crevaient de faim. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards et il y a 800 millions, en gros, d'habitants de la planète qui ne mangent pas à leur faim, qui vivent dans des conditions épouvantables, en dessous du seuil de pauvreté. Simplement, on s'aperçoit que ce sont les pays dans lesquels il y a le plus grand taux d'analphabétisme, qui sont gérés par des dictatures, par des régimes pourris, corrompus, etc. Donc, en fait, c'est le savoir, c'est l'intelligence, c'est la volonté, c'est l'empathie, évidemment, c'est le fait de vouloir vivre ensemble qui fait qu'on trouve des solutions. Mais les solutions techniques, elles existent sur le réchauffement climatique. Parler de Pierre Rabhi est quand même un tout petit peu dogmatique, il vit avec des épluchures de carottes dans ses Cévennes, c'est très bien, mais je crois vous avez dit que vous n'étiez pas pour la décroissance. Ça me rassure beaucoup parce que c'est quand même un discours très, très, très répandu. Face à la situation de la planète, il n'y a que la décroissance démographique et économique. Or, il y a des quantités de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir consommer un peu plus, de manger à leur faim. Et donc, il faut produire, et il faut produire intelligemment, certes, en faisant très attention à décarboner la production d'énergie, à décarboner l'industrie, tout ça, c'est évident, l'agriculture aussi, mais il faut produire suffisamment de blé, suffisamment de maïs, suffisamment de betteraves pour nourrir tout le monde. Et donc, ça demande, je ne crois pas qu'on puisse dire le plus important, c'est la décroissance pour que rien ne bouge dans le monde. De toute façon, le climat va encore se réchauffer pendant un certain temps. Et
de perdre, enfin, empêcher un trop grand réchauffement doit être possible, mais on va pas bloquer l'évolution actuelle. Donc il faut pragmatisme en tout cas, plus que croissance, c'est ce que action vous et action intelligente. Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, moi je voudrais interpeller les membres dans la salle sur autre chose, mais qui est tout de suite une transition. C'est celle du monde dans lequel on est en train d'entrer, qui est la loi du plus fort. Vous avez beaucoup de débats sur le pourcentage que la France, que l'Europe va mettre, le pourcentage de PIB, pardon, dans la défense, mais on peut avoir tous les chars, tous les avions, toutes les frégates du monde. Si on n'a pas des jeunes Français et Françaises qui sont prêts à les servir et éventuellement risquer leur vie pour le faire, on n'ira pas très loin. Je crois que les Ukrainiens nous l'ont largement prouvé. Et donc je pense que vous avez une réflexion à avoir. Alors j'ai peut-être choqué certains d'entre vous, mais je crois que c'est le principe de la liberté, c'est de prendre son point de vue sur comment vos établissements vont contribuer à recréer ce que le président a appelé le réarmement moral, c'est-à-dire un esprit de défense. Alors il ne s'agit pas de faire intervenir tous les militaires, venir faire de la propagande chez vous, mais il y a quand même une réflexion. Autrefois ça s'appelait l'éducation civique. Je ne sais pas comment c'est enseigné aujourd'hui, mais cet esprit non pas de sacrifice, mais cet esprit de défense est aussi essentiel que les milliards d'euros qu'on pourra dépenser dans le réarmement de la France et de l'Europe. Et je pense que là, c'est vraiment vous qui avez un rôle à jouer, enfin vous, évidemment, le public aussi, hein, mais de manière très significative. J'ai entendu personne encore aborder ce sujet, enfin dans les débats qu'on a depuis quelques semaines, mais il me semble, je le mettrais presque sur le même plan, même si ce n'est pas des milliards. Et alors justement, et on va clore avec cette question. réagir en tout cas. Oui, ça fait réagir la salle. Allez, on va terminer avec cette dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à l'école de demain et peut-être pour les 100 prochaines années à l'occasion de en 3 mots, chacun. En 3 mots, Chris Delpierre. On est dans l'amphi Gaston Berger. Et Gaston Berger, le père de la prospective française, nous disait que demain est moins à découvrir qu'à inventer. Et donc pour moi, c'est 3 mots ou 4 mots, hein, car il suffit d'oser finalement. Oser, finalement, c'est audace et liberté. C'est de pouvoir justement exercer sa liberté dans l'action. Pascal Ballement évoqué par l'alliance, mais je rajouterai peut-être dans l'action, et faire finalement ce pari de la confiance en l'homme, en l'avenir et dans l'action. Pour moi, vous avez ce pendant, hein, vous parliez beaucoup de liberté, hein, Pascal Ballement a parlé de responsabilité, et pour moi, la première responsabilité peut-être qu'on a vis-à-vis de l'avenir, c'est d'éduquer dans l'espérance et par l'espérance, quoi. Je voudrais conclure en tout cas peut-être sur ce sujet, hein, de l'espérance, à moins qu'on y revienne, mais... Non, parce que le temps nous est compté. Le temps file. C'est maintenant. Mais 3 mots, c'était bien, espérance, voilà. Action, liberté. Espérance, liberté, action. Jean-Robert Fitt, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, en effet, pour les 100 prochaines années ? J'approuve les mots précédents, mais moi, je dirais effort, empathie et joie de vivre. Et ce qui manque un peu dans le système éducatif, j'espère pas dans vos établissements, mais c'est un peu de joie de vivre. C'est-à-dire que tout ça, notre système éducatif est quand même, depuis fort longtemps, très, très, très pesant. Donc mettons-y à la fois de l'exigence, de l'empathie, c'est-à-dire de l'accompagnement affectif, et de la joie de vivre. La joie de vivre. Donc donner envie aux élèves d'aller à l'école. La joie de vivre qui ne doit pas prendre d'âge. Et on termine avec vous, Geoffroy. Alors moi j'ai 3 mots, c'est des élèves, des élèves et des élèves. Alors, la base, évidemment. Je m'explique. D'abord, je constate que vous faites de meilleurs élèves que nos amis du public. Sans critiquer le public, mais c'est factuel pour plein de raisons. Donc il faut mieux qu'il y ait plus d'élèves dans le privé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que plus vous aurez d'élèves... Ça va bien à tout le monde c'est un peu facile. C'est facile. Plus vous aurez d'élèves... Des enfants d'abord, il faut faire des enfants. Oui, mais j'ai ma conclusion. Hein. Il faut pas là, il a tout grillé. Il ne faut pas me spoliarum. La deuxième chose, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pardon. Deuxième La deuxième chose, c'est qu'on ne le dit pas assez, mais vous avez un modèle unique au monde, hein, enfin au monde occidental en tout cas, qui est un modèle parce qu'il y a effectivement une subvention du gouvernement, vous pouvez accueillir tous les élèves, quelle que soit leur
moyens financiers. L'enseignement privé ne fonctionne pas comme ça, vous le savez évidemment, dans d'autres pays. Donc plus vous aurez d'élèves, plus ça veut dire que vous accueillerez tout type de public. Et enfin, la troisième chose, mais Jean-Val l'a dit, c'est la démographie, parce qu'au rythme où on va, vous allez bientôt vous disputer les élèves avec le public. Et donc, si vous avez plus d'élèves, ça veut dire que la France a relancé sa démographie, ce que je souhaite évidemment. C'était 3 mots et 3 lettres aussi, EPS, aussi plus de PS dans l'école de demain. Ça vous tient à cœur, ces valeurs du sport. Geoffroy Roux de Bézieux. Merci à vous trois, Geoffroy Roux de Bézieux, Jean-Robert Pitt et Chris Delepierre. Sous vos applaudissements, vous allez pouvoir rejoindre vos places, chers invités. Vous allez pouvoir... on vous invite à rejoindre la salle Sous pour les le applaudissements, dernier temps évidemment, fort. nourris pour ce centenaire du SNEL.